Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour cette réflexion commune, je l'espère. Comme vous le savez, le sujet est quand même sensible aujourd'hui, puisque nous avons à traiter la question de la reprise de l'activité, de la continuation de l'activité pour beaucoup d'entre vous, tout en étant, en réelle protection, en réelle sécurité pour ne pas être contaminé et ramener cette contamination auprès de nos proches à la maison. Donc, le sujet que je vais présenter va s'articuler en fait en trois temps. Le premier temps sera la préparation de cette reprise au niveau de l'entreprise, au niveau peut-être même, des services publics. Le deuxième temps sera juste avant la rentrée dans le lieu de travail, et le troisième temps sera consacré à l'organisation du travail en présentiel sur le lieu de travail. Donc voilà. Donc avant de commencer donc ces trois grands temps, il faut bien comprendre que les risques liés donc à la crise sanitaire peuvent s'ajouter aux autres risques déjà présents dans le milieu du travail. Et donc, il n'est pas question d'évacuer ces risques qui sont en fait, disons, traditionnels, et il faut donc traiter l'ensemble de ces risques pour ne pas être dans une situation où des risques en fait seraient rajoutés parce qu'on n'aurait pas pu traiter l'ensemble on n'aurait pas une vision globale. Voilà. Et donc, éviter donc d'être trop, focalisé sur la crise sanitaire. Il faut traiter donc en prévention primaire, secondaire et tertiaire l'ensemble des risques que nous avons à traiter. Et pour cela, il faut donc ajouter au document unique sur la prévention des risques professionnels les éléments de ce guide que je vais vous livrer et avoir une démarche intégrée. L'idée pour moi, c'est d'éviter donc la résurgence des foyers de contamination en permettant la reprise du travail tout en interrompant, bien entendu, la chaîne d'interaction. L'idée, c'est aussi d'être, dans une approche dynamique et pédagogique, sans pour autant être trop long pour permettre qu'il y ait des questions. Voilà. Donc, je vais passer rapidement sur les éléments que vous trouvez en ce qui concerne les transmissions du virus. Vous pouvez aller sur le site du gouvernement qui précise bien que la maladie se transmet par les gouttelettes. L'idée, c'est bien sûr de comprendre que le virus se nourrit de la chaîne humaine et que donc tout contact rapproché avec une personne malade peut vous contaminer. Donc, de même, le virus se maintient dans sur des supports, il se fixe sur des supports. Alors, en ce qui concerne les modalités de transmission, il y a encore beaucoup d'études, comme vous le savez, parce que le MIT, par exemple, aux États-Unis, a considéré que il y avait une probabilité de contamination dans des espaces fermés qui pouvaient aller jusqu'à 7 mètres, puisqu'il y a eu des études de projection. Alors, la contamination, elle se fait à la fois donc par la toux, par le contact parole avec la salive, mais aussi par la suspension dans l'atmosphère des aérosols. Donc c'est une difficulté qu'il faut vraiment intégrer pour bien se protéger et pour ne pas exposer les autres. Rapidement sur les mesures donc à prendre, respecter la distance d'1 mètre minimum, en sachant que dans d'autres pays c'est plutôt 1,50 m, par exemple l'Allemagne, se laver les mains, se sécher
avec un essuie-main en papier à usage unique qu'il faudra recycler, se laver les mains avant et après la prise de boissons, de nourriture. Attention, par exemple, au sandwich. Si vous mangez avec un sandwich, vous mangez avec les mains. Tousser, éternuer dans son coude, saluer sans se serrer la main. On peut saluer à la mode asiatique. Bannir les embrassades et utiliser, bien sûr, les mouchoirs à usage unique. Donc, tous ces éléments vous permettent déjà de réunir les conditions pour ne pas contaminer les autres. Alors, le masque de grand public est complémentaire, bien sûr, aux gestes barrières, mais il n'est pas dans le dispositif du gouvernement reconnu comme étant normal qu'il soit donné par l'employeur. L'employeur ne doit donner, je dirais, le masque que s'il ne peut pas respecter, il ne peut pas faire respecter au sein du lieu de travail les distanciations. Sincèrement, c'est un distinguo que l'on comprend, mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que pratiquement tout le temps, il ne sera pas possible de respecter les barrières, les gestes barrières. Donc, il est beaucoup plus, je dirais, pédagogique de dire que l'employeur doit donc livrer les masques aux salariés, aux agents publics, pour garantir en fait leur sécurité. On peut utiliser aussi un casque visière, comme on voit beaucoup, sauf que le casque visière, comme vous le savez peut-être, ne permet pas d'évacuer les aérosols et ne vous protège pas complètement. Donc les gants, s'ils sont utilisés, doivent être avec usage unique. Donc alors la première chose dans cette opération, c'est de bien distinguer les acteurs à mobiliser au sein de l'entreprise pour l'élaboration de ce plan. Aujourd'hui, les salariés, les agents de la fonction publique vont reprendre leur activité avec une épreuve qui n'a jamais été connue par le passé, depuis 70 ans peut-être, si on considère que la guerre était aussi une énorme épreuve. Et donc, il est très important de comprendre cet état et de ne pas réduire l'individu à un simple robot qui obéit sur le doigt de la couture du pantalon et qui va reprendre son travail comme si de rien n'était. Les individus sont pour la grande part touchés par cette situation de confinement, de ralentissement économique, d'isolement parfois qui a généré des troubles psychologiques, parfois une dépression. Les individus, pour certains qui sont encore aujourd'hui soit en télétravail, soit en chômage partiel, pour certains avaient des facteurs de vulnérabilité antérieurs au déclenchement de la crise. Donc, il faut vraiment comprendre cette situation pour ne pas amener certaines personnes qui ne sont pas aptes au travail à reprendre leur activité. Et pour cela, nous proposons à Technologia une méthode qui consiste à travailler de manière paritaire avec la direction, avec les services de santé au travail et faire en sorte de lancer un questionnaire auprès de ceux qui doivent rentrer avec une vingtaine de questions pour vraiment identifier les facteurs qui pourraient être difficiles pour reprendre l'activité. Et bien sûr, pour laisser les gens avec des facteurs de vulnérabilité en l'état actuel à la maison pour ne pas les exposer à un retour qui pourrait leur être fatal. Vous savez que quand vous avez des comorbidités, je dirais la contamination par le virus peut être, je dirais, irrémédiable. Donc, il est très important de protéger ces personnes, puisque aujourd'hui simplement 6% à 7% de la population semble immunisée par le fait qu'elle ait été contaminée. Donc, attention, l'idée c'est vraiment de mettre en place tout un dispositif pour questionner avant, pour vraiment rassembler les acteurs dans ce but. On peut mettre aussi en place une cellule de crise qui va pouvoir intervenir en urgence. Il faut identifier bien sûr toutes les personnes qui doivent être informées au préalable avant de se rendre à l'ouverture pour pouvoir accueillir ceux le plus grand nombre qui arrivera par la suite. Et on peut aussi, c'est une recommandation, désigner des responsables, des référents Covid qui vont à la fois par exemple distribuer les kits
les kits sanitaires et qui vont aussi veiller à ce que l'on respecte les gestes barrières au sein du lieu de travail. La question du questionnaire pour moi est vraiment essentielle. Or aujourd'hui, on voit bien que dans les grandes entreprises tout au moins, on a une tentation de passer en force. Le décret qui vient de sortir, qui réduit par exemple les temps de consultation des IRP et qui réduisent drastiquement ces temps de concertation, ne va pas dans le bon sens. Pourquoi? Parce que ça ne permet pas d'avoir un débat démocratique posé, de permettre aux élus du personnel d'être les ambassadeurs des salariés, de créer donc par la discussion une appropriation, une discussion du plan proposé par la direction afin d'avancer sereinement vers la reprise du travail. Et c'est assez dommage de ne pas considérer ce point-là qui peut être demain d'ailleurs assez compliqué pour les employeurs, puisque si les salariés, les représentants des salariés ne valident pas les plans ou s'ils émettent des critiques, si demain vous avez des actions judiciaires qui se mettent en place, l'employeur ne pourra pas aussi facilement ouvrir le parapluie de la co-responsabilité en expliquant oui, monsieur le juge, j'avais demandé au CSE ou aux représentants du personnel CHSCT dans la fonction publique de valider ce plan. Et bien effectivement, quand on est dans une logique où on évacue les autres, on ne peut pas, ils ne pourront pas faire état de cette approche participative si elle n'a pas eu lieu. Et c'est dommage, et c'est très dommage pour eux que ce décret ait été élaboré parce que ça ne va vraiment pas dans le bon sens et ça crée des tensions inutiles. Bon, plus rapidement, il va falloir élaborer un guide qu'il faudra envoyer à toutes les personnes qui, bien sûr, seront amenées à pénétrer, les salariés, mais aussi les clients, les fournisseurs, voire les autorités, publiques. Donc tout le monde, tous ceux qui doivent rentrer dans le site doivent avoir la règle du jeu, les règles du jeu. On peut aussi mettre en place une application numérique. Alors il y a beaucoup de choses qui se font. J'ai vu que par exemple à la Réunion, il y avait eu une application qui a l'air assez intéressante qui a été mise en œuvre. Je ne parle pas du Stop Covid qui est annoncé pour le mois de juin, qui peut, d'ailleurs, on pourra peut-être en parler dans les questions, qui peut poser problème pour un certain nombre de personnes. Et je parle simplement de l'application qui a été mise en place par les secteurs qui va être mise en place par les secteurs de la formation, auxquels nous avons contribué, puisque c'est nous qui sommes en train de la réaliser à leur demande, et qui va permettre de diffuser tous les gestes barrières et d'assurer une traçabilité pour mettre tout le monde en sécurité. Bien sûr, comme je l'ai dit, il faudra donc les kits et il faudra adapter le DURP. Je ne reviens pas sur ces aspects-là. Alors, la première chose sur le chantier, il est important à l'entrée de vérifier que bien sûr les gens sont avec les masques bien équipés. Avec la rechange pour la journée, puisqu'un masque ne se porte pas toute la journée, il doit être changé au moins tous les 4 heures. La mise à disposition du gel et bien sûr la mise en place aussi d'une distribution systématique de lingettes pour permettre aux personnes de nettoyer leur lieu de travail, de nettoyer, de se prendre en main, y compris à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir un nettoyage, une désinfection, on va y venir tout à l'heure, mais chacun doit pouvoir s'installer en sécurité. Par exemple, on travaille aujourd'hui avec les pilotes d'avion sur Air France, eh bien, les commandants de bord, ils mettent 20 minutes à une demi-heure pour nettoyer tout le cockpit, vous voyez, et c'est tout à fait naturel. L'idée pour moi est aussi de faire en sorte d'avoir la possibilité de prendre la température. Alors le gouvernement ne l'a pas imposé. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une multitude de petites boîtes, de petites structures qui ne pourront pas procéder ainsi. Mais dans les grands immeubles, en particulier à la Défense ou dans les grandes ou à Bercy où il y a des milliers de gens qui vont rentrer, il est évident que cette prise de température par pistolet sur, je dirais, le front ou par
caméra infrarouge doit avoir lieu parce que c'est un très bon indicateur de la contamination. Alors bien sûr, il faut la faire régulièrement pour pouvoir vraiment identifier. La règle dans la crise sanitaire actuelle, c'est de protéger, bien sûr, avec les masques, avec les gants, avec les visières, c'est de, je dirais, tester. Parmi le test, effectivement, on va y venir, la prise de température est importante, d'éventuellement tracer, on va en parler, et bien sûr d'isoler pour éviter la propagation. Donc retenez ces 4 actions qui sont vraiment importantes. En ce qui concerne la température, quand vous le pouvez, exigez qu'elle soit prise. C'est vraiment un élément qu'il faut avoir. Ça permet d'avoir une alerte et d'isoler tout de suite ceux qui sont porteurs de la maladie, du virus. Alors, par ailleurs, la question du test, c'est une question importante. On le voit, il y a eu quand même un certain nombre d'évolutions des pouvoirs publics à ce sujet-là. Mais encore une fois, il faut appliquer les recommandations de l'OMS et de l'INSERM. Hein. Tester, tester, tester. C'est la seule manière de réussir le déconfinement en ayant vraiment la possibilité d'isoler toutes les personnes qui seront à un moment donné porteuses du virus. On peut utiliser différents tests, le test PCR qui est un test virologique et qui permet avec un prélèvement avec un écouvillon au niveau du nez je dirais d'analyser si virus il y a, en sachant que parfois le virus se loge ailleurs et donc il peut y avoir des faux positifs. Ou on peut utiliser des tests sérologiques qui permettent de vérifier les anticorps. En cas de suspicion du Covid, il faut bien sûr envoyer le salarié en lui demandant de se rendre chez son médecin, en permettant, y compris, de faire un test rapidement complémentaire, voire on peut même, je dirais, identifier tous les salariés qui ont été en contact avec lui pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas eu de contamination en élargissant la zone de test. Ce que l'on peut faire aussi pour certains salariés qui sont avec une suspicion, c'est réaliser des radios ou des scanners pulmonaires. Par exemple, pour les pilotes, c'est ce qui a été fait à plusieurs reprises, ce qui suppose que le service santé au travail soit en liaison avec des cliniques ou avec des établissements de soins pour faire en sorte de suivre et de suivre ces processus qui sont très utiles quand vous avez des compétences critiques. Il y a un avion qui part, vous avez un pilote, il faut savoir, je dirais, vous prenez le temps avant de faire cette radio pour ne pas annuler le vol et faire en sorte que les choses se passent bien. Voilà. Après, en cas de test positif pour la personne, il faut vraiment demander à celle-ci, après avoir vu le médecin, d'identifier, y compris les gens dans son entourage, pas simplement entourage professionnel, pour prendre les mesures et isoler les personnes pour mieux les soigner, pour éviter qu'elles ne contaminent l'achat. Alors après, la deuxième phase, hein, j'arrive aux deuxième phase, l'organisation du travail pour intégrer les mesures de prévention et d'hygiène vise une montée en puissance progressive. La première chose que je dois dire, c'est que il faut, tant que faire se peut, prolonger les activités de télétravail pour ceux qui peuvent se le permettre et de laisser le maximum de personnes à la maison. Pourquoi ? Parce que le déconfinement sera progressif. Le déconfinement doit être, je dirais, ne doit pas chercher à revenir à une production normale, tout feu, pour éventuellement rattraper le temps perdu. Il faut y aller progressivement, remettre en route la machine et faire en sorte donc de libérer ceux qui peuvent être vulnérables en télétravail et de ne pas obliger ceux qui sont par exemple en dépression ou inaptes au travail. Il vaut mieux les laisser à la maison. Voilà. Donc première chose, il faut adapter l'accueil. La personne à l'accueil peut être, enfin les personnes à l'accueil à l'entrée de l'entreprise, donc peuvent être aussi capables d'être les pourvoyeurs d'informations pour tous ceux qui rentrent dans les locaux.
L'affichage devrait être très visible. Attention, une chose essentielle, c'est de créer un registre de signatures ou une liste des intervenants sur le site avec toutes les coordonnées pour pouvoir prévenir l'ensemble du groupe en cas a posteriori en cas de contamination. Si vous avez une personne qui arrive, qui va à une réunion et qu'on s'aperçoit qu'elle est contaminée, eh bien rétrospectivement, il faudra aller chercher toutes les personnes qui étaient dans la réunion pour leur demander de faire un test pour pouvoir éviter la contamination multiple, les chaînes de contamination. Il faudra aussi bien sûr gérer le courrier de telle manière à ce qu'il n'y ait pas, encore une fois là, une dissémination sur le papier. Alors après la question des masques, bon, qui a fait couler beaucoup d'encre, puisque il a été reproché au gouvernement de tenir un discours pour masquer le manque de masques, comme on dit. Donc aujourd'hui, c'est une évidence que il faut utiliser des masques. Je vais assez vite sur cet aspect. Vous aurez le texte de ce que j'ai élaboré, en sachant que le masque doit être aussi adapté à l'activité déployée. Si vous êtes sur un chantier, c'est évident que porter un masque toute la journée alors que vous êtes en train de développer des efforts physiques, c'est compliqué parce que quand même, malgré tout, le masque est une entrave à la respiration. Je dirais, il y a certains types de masques, je détaille leur utilité, mais l'important c'est vraiment d'avoir une protection au niveau du nez, au niveau de la bouche, éventuellement au niveau des yeux, puisque le virus peut pénétrer dans l'organisme aussi au niveau des yeux. Alors, plusieurs mesures à prendre, le nettoyage, la désinfection. Il est nécessaire de renforcer le nettoyage et d'avoir des règles très strictes avec des produits qui sont réellement décapants. Alors, je renvoie donc aux règles de nettoyage des locaux qui sont sur le site du ministère du Travail. J'ai pas le temps dans ce court texte de pouvoir diffuser, mais ces informations essentielles. Mais encore une fois, le nettoyage doit se faire une fois, 2 fois par jour. Dans certains endroits où il y a beaucoup de monde, il faudra le faire même 3 fois. Et il doit y avoir une possibilité pour les gens qui sont amenés à travailler à prendre en charge, y compris la partie qui leur revient ou qu'ils doivent, je dirais, adapter. Chacun doit bien sûr être équipé et chacun doit avoir un poste de travail propre, fini des open space où chacun allait où il voulait. Là, chacun a un endroit bien affecté. Il doit y avoir une possibilité d'espace, comme le gouvernement l'a recommandé, d'avoir, par exemple, si vous avez 100 mètres carrés, vous mettez maximum 25 personnes. Donc il faudra, on va le voir tout à l'heure, mais permettre à chacun d'être dispersé sur cette aire professionnelle. De même, il doit y avoir une aération avec régulière de l'espace de travail. Cette aération est totalement indispensable. Le virus, je dirais, ne résiste pas quand il y a une ventilation suffisante. Donc, nettoyage, désinfection, mesures d'hygiène. Il est totalement indispensable aussi de laisser au maximum les portes ouvertes, les portes battantes, pour éviter, encore une fois, d'être dans une situation où les gens maintiennent une chaîne de contamination. La climatisation doit être analysée, voire prohibée, en fonction, je dirais, de son état et si elle ventile les aérosols. Il doit y avoir, bien sûr, faut condamner tout ce qui est bouteilles d'eau. Les fontaines sont à risque, donc il faut donner des bouteilles d'eau individuelles que chacun prendra éventuellement. Et bien sûr, il faut toute une signalétique sur les toilettes en permettant de bien comprendre et d'avoir plutôt des essuie-mains papier à usage unique, avec des distributeurs de gel hydroalcoolique qui doivent être en accès au maximum pour les gens qui sont dans les locaux. Sur les questions d'aménagement, il est absolument nécessaire d'avoir une signalétique rappelant au sol toutes les distances à respecter avec des marqueurs. Il doit y avoir aussi un sens
fléchés, par exemple avec des sorties de salle séquencées pour permettre d'éviter, je dirais, aux gens de se croiser, la dispersion raisonnée dont je parlais tout à l'heure, et encore une fois, on peut aussi aisément monter des cloisons de séparation en plexiglas pour éviter aux gens d'être comment dire, en contact. De même, attention aux ascenseurs. Moi, je recommande, bon, bien sûr, dans les tours qui sont très hautes, c'est pas facile, mais je recommande d'éviter les ascenseurs au maximum. Quand on peut pas faire autrement, on les prend. Mais alors à ce moment-là, avec des masques et en se tenant à distance, plus quoi, parce que ce sont des endroits en général assez fermés et avec peu d'aération. Et donc, vous pouvez avoir une suspension d'aérosol si vous avez une personne contaminée qui a été en présence auparavant. Donc, attention aux ascenseurs et donc chacun se tient à bonne distance des autres. On évite d'être trop compressé. Alors, je n'aborderai pas dans ce, je dirais, séminaire à distance les problématiques de transport en commun qui vont être très problématiques. Je vous renvoie à la polémique actuelle entre les dirigeants de la RATP et de la SNCF vis-à-vis des décisions qui ont été proposées jeudi dernier par Édouard Philippe, avec le fait que les dirigeants considèrent qu'il est quasiment impossible de respecter les distances demandées dans les transports en commun. Donc attention, ça sera un vrai problème. Alors plus en région parisienne qu'ailleurs, mais il faut avoir une attention particulière sur cet aspect-là. Alors sur la question du matériel, hein, il faudra bien sûr fournir les fournitures, les stylos, les agrafeuses, les téléphones ne doivent pas être partagés, hein, comme on l'a dit. Chacun doit disposer de ses propres outils de travail, PC, téléphone, poste de travail. Ceux qui étaient allergiques donc aux open space ou au flex office pourront s'en réjouir. Et il faudra encore une fois organiser la rotation pour permettre donc si vous avez des équipes alternantes de nettoyer, de décontaminer les outils quand les équipes changent. Et donc il faudra prévoir des sas de séparation pour éviter le croisement des personnes. La rotation des équipes, bien sûr, elle peut se faire aussi avec les gens qui sont en travail à distance, en faisant en sorte que il y ait des rotations, ce qui est toujours utile parce que travailler tout le temps à distance peut avoir des conséquences. J'ai pas mal écrit là-dessus, j'ai fait pas mal d'interviews, donc je vous renvoie à ce que j'ai dit là-dessus. Mais le fait d'être privé sans cesse du collectif de travail n'est pas un atout pour le salarié ou pour l'agent, puisque le collectif de travail permet une formation, permet de se doté de toute une série d'informations dont on ne s'aperçoit même pas. Et le fait tout le temps d'être éloigné est un handicap. On peut être éloigné une journée ou deux par semaine en temps normal, mais plus c'est quand même rédhibitoire pour l'évolution professionnelle ou le maintien dans l'entreprise. Bien sûr, on pourra aménager les horaires de travail pour permettre d'éviter les heures de pointe dans les transports en commun. Les déplacements doivent être limités au maximum, hein, donc les entreprises ayant du personnel en déplacement doivent veiller à les équiper en kit Covid, hein, avec bien sûr les lingettes, le spray, les masques, etc. Et puis le personnel qui part en déplacement, il faut vérifier que là où, par exemple, on se rend chez un client, eh bien, la personne sera en sécurité. Ça rentre dans l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité, la santé des salariés. C'est la loi du 31 décembre 91, qui a d'ailleurs donné lieu au document unique du 5 novembre 2001 avec application le 8 novembre 2002. Et donc, il faudra veiller à ce qu'on n'envoie pas la personne qui est en déplacement dans une situation, je dirais, compliquée. Donc, il faut pouvoir être préservé. De même, la personne qui part en déplacement doit être avec, je dirais, la connaissance des règles sanitaires d'accueil qui sont appliquées
pour pouvoir éventuellement, si elle considère qu'elle n'est pas en sécurité, refuser la mission. Chacun doit avoir un ordre de mission et bien sûr une autorisation si le déplacement se trouve à plus de 100 km. Alors comment réagir en cas de survenance sur le lieu de travail? J'ai presque terminé, je vais après ouvrir les questions. Il faut donc mettre en sécurité le salarié et les personnes présentes en lui demandant de regagner son domicile avec un masque et bien sûr d'appeler en toute urgence son médecin traitant. Quand un cas se déclare, c'est souvent le fait qu'il y a aussi d'autres cas, donc il faut vraiment prendre la situation au sérieux pour éviter d'avoir un cluster et d'avoir des gens qui se contaminent. Le virus est très contagieux, il a une létalité qui somme toute assez faible, hein, mais il est contagieux. Donc il faut faire attention d'enrayer tout de suite, si possible, la contamination. Il faut informer les autres salariés d'un cas possible d'infection pour qu'eux-mêmes puissent faire les tests ou renouveler les tests. Il faut savoir que les tests peuvent être non fiables, donc nécessaire de renouveler parfois si vous êtes en contact avec d'autres personnes pour s'assurer que la contamination n'a pas eu lieu. Et puis bien sûr, nettoyer toutes les surfaces, nettoyer l'endroit où a été la personne, faire en sorte aussi de gérer les déchets pour éviter d'être dans une situation je dirais de contamination indirecte. Hein. Les déchets doivent être mis dans un double sac, doivent être isolés pour être évacués. Voilà ce que je voulais dire. Vous pouvez aussi bien sûr retrouver un grand nombre de nos d'informations juridiques sur notre application Nos droits by Technologia. Vous avez 2000 questions-réponses en accès libre. L'application est très très sollicitée actuellement en raison de toutes les informations juridiques, le droit social d'urgence qui est mis en place, qui est très complexe et où tout le monde se perd. Les avocats donc du groupe Technologia font un gros travail pour vraiment chaque jour sortir une, deux, trois notifications. Et pour vous accompagner dans cette période, je passe rapidement par exemple quelques exemples de notifications que vous recevez. Si vous prenez l'application sur Google Play ou sur Apple Store, vraiment mettez notification pour recevoir la veille juridique gracieuse que nous faisons. L'application est gracieuse pour tous ceux qui veulent la télécharger. Bien sûr, vous pouvez aussi prendre un abonnement pour les CSE lorsque vous avez besoin de conseils à distance. Voilà ce que je voulais dire. Je vais répondre maintenant aux questions. Et j'espère que je ne vous ai pas trop lassé que je ne vous ai pas trop pris trop de temps avec cette première intervention. Alors, première question, notre magasin contient des articles alimentaires qui craignent la chaleur. Comment faire sans climatisation? Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas de climatisation, j'ai dit que il fallait vérifier la climatisation pour s'assurer qu'elle n'était pas amenée à diffuser encore plus le virus. Il faut donc faire un contrôle pour faire en sorte d'avoir une réponse satisfaisante quant à cette question-là. Alors, deuxième question, pour le secret médical, le protocole prévoit la conduite à tenir pour ce traçage par le médecin du travail, c'est le fameux contact tracing. Pour moi, dans une maladie contaminante, cela ne me gêne pas. Par contre, l'employeur avance cet argument pour éviter toute imputabilité. Alors, c'est un vrai débat, le contact, je dirais tracing. Je veux pas ne pas évacuer cette question. Certains craignent une dérive autoritaire et c'est vrai que il faut faire attention. Moi, je suis un peu surpris, par exemple, par les derniers décrets réduisant la possibilité d'information et de consultation des représentants du personnel, qui, à mon avis, est totalement, malvenu. Donc, attention. C'est vrai que ici, on va vers une traçabilité par une application. Il faudra veiller à ce que la collecte des données se fasse sous contrôle de CNIL en respect du RGPD et y compris
avec des données qui seront centralisées sur les téléphones et non pas centralisées ailleurs. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un vrai débat qu'il faut avoir. Je précise que l'application que nous sommes en train d'élaborer ou celle, par exemple, de La Réunion, obéissent à des règles qui sont différentes puisque il s'agit simplement de collecter sur Bluetooth avec, y compris pour La Réunion tout au moins, une possibilité de contrôle par les médecins. Donc, je continue. Dans le cadre du CSE, comment accueillir le praticien pour soulager les TMS? Là, c'est une question un peu particulière, mais le CSE peut, bien sûr, sur fonds propres ou en raison d'un risque grave, c'est notre métier à nous, technologiens, de demander à ce qu'il y ait la nomination d'un expert ou prendre en charge un expert pour analyser ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, puisque c'est la question qui est posée. Donc, c'est un peu dans la tradition de ce qui a déjà été décidé. Encore faut-il pouvoir avoir le budget, puisque le budget permet cette prise en charge, mais il est quand même limité. Alors, la question, ne faut-il pas réaliser un bilan RPS des salariés au travail et en télétravail, un accompagnement à la reprise des groupes de parole? Absolument, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Bon nombre de salariés sont actuellement touchés par des troubles psychologiques, par des risques liés donc à la reprise du travail, et il est évident que on ne peut pas reprendre et les mettre au travail aussi facilement que cela. Donc, moi, je suis très favorable à ce qu'il y ait à l'entrée pour accompagner sans bloquer forcément, bien entendu, la reprise de l'activité, mais faire une grosse étude par questionnaire, par entretien. Les entretiens sont, comment dire, possible, y compris en visioconférence, pour vraiment s'assurer et pour pouvoir aider avec des mesures pratiques de soutien psychologique, des mesures d'aménagement du temps de travail, des mesures de support. Il faut en fait une aide psychosociale à distance pour aider les uns et les autres. Encore une fois, c'est le bon sens parce que plus on mettra d'huile dans les rouages pour reprendre cette activité, mieux les choses se passeront. Or, si on est dans une logique impérative, up-down, comme on dit, eh bien, il y aura de grandes difficultés pour remettre tout le monde au travail. Vous avez parlé des tests sérologiques. Sont-ils en service actuellement? En effet, le prélèvement naso est assez pénible à subir. Oui, les tests sérologiques, mais là, c'est encore une fois un vrai sujet. Les pharmaciens, les vétérinaires avaient proposé aujourd'hui de pouvoir généraliser les tests qui étaient faits auparavant. Bon, ça a pris du temps. La vraie question à se poser, c'est est-ce que dans les jours qui viennent, nous pourrons réaliser les 700 000 tests proposés à ce sujet-là par le gouvernement? Si on n'a pas la possibilité de monter à ce niveau-là, le déconfinement pourrait effectivement déboucher sur une vague de contamination importante, puisqu'on ne maîtrisera pas la chaîne de contamination. Donc c'est vraiment un sujet important. Et alors, on était à 350 000 la semaine dernière. Espérons qu'on sera aux 700 000. Je ne peux pas vous répondre plus que cela. Il est évident que les tests sérologiques sont intéressants parce que bon, ils sont peut-être moins désagréables, mais ils permettent aussi de voir si la personne a développé des anticorps et si elle peut donc quelque part être immunisée. On ne sait pas la durée d'immunité, mais on sait que la personne qui a été contaminée et qui a donc supporté le virus est à peu près hors de cause. Les cas de nouvelles contaminations sont extrêmement rares et c'est en fait souvent lié à des problèmes de suivi des personnes. Alors après, donc salle de réunion à 30 personnes assises aujourd'hui, quel calcul? Si vous avez une salle de réunion avec 30 personnes, le problème c'est pas tant les 30 personnes, c'est la surface que vous avez. Si vous avez dans à peu près 30 mètres carrés, ça le fait pas. Donc, il faut avoir, d'après le gouvernement, c'est un vrai sujet délicat d'ailleurs, vous devez avoir
une personne tous les 4 mètres carrés. Donc, pour avoir 30 personnes, vous faites le calcul, c'est assez simple. La CNIL est contre la prise de température. Encore une fois, moi, comment dire, la CNIL est contre à condition qu'elle soit imposée. Si vous êtes volontaire et si vous avez effectivement un protocole qui permet de suivre les températures, moi j'y suis très favorable. Encore une fois, voyons ce qu'a fait la Corée, voyons ce qu'ont fait d'autres pays qui ont vraiment beaucoup mieux géré que notre pays cette crise pandémique. Donc le maximum d'indicateurs nous aurons, le mieux ce sera. Bien sûr, cette prise de température ne doit pas donner lieu à l'élaboration de données sur la personne qui pourrait être utilisée par la suite. Quel est le délai d'expertise en cas de danger grave et imminent en CHSCT non public? Il n'y a pas, quand vous avez un danger grave et imminent, vous n'avez pas de délai impératif. Il faut intervenir très rapidement en fonction, je dirais, du danger grave et imminent. Vous voyez, par exemple, les gens qui sont intervenus à Rouen, bon, c'était une très grande complexité. C'était évident que il fallait du temps pour réaliser la mission. Il y a des délais qui sont impartis et qui ont été revus dernièrement, avec le nouveau décret qui est sorti en début du mois pour les projets importants. Alors, dans ce cadre bien particulier au CSE, est-il possible de demander l'intervention d'un expert au-delà de toutes les mesures prises par l'employeur? Un expert qui serait un vrai médiateur, l'employeur peut-il le refuser? Effectivement, vous pouvez demander la nomination d'un expert, l'employeur ne peut pas le refuser, et c'est pour ça que je dirais il faut le faire, en sachant que l'expert pourra, c'est ce que nous faisons, nous avons été nommés dans 4-5 grandes missions, en sachant que l'employeur peut saisir le juge avec les nouveaux délais qui ont été impartis, les choses vont assez vite. Le droit du travail, le droit de retrait d'un agent est-il toujours valable malgré la mise? Oui, tout à fait. Le droit de retrait est toujours valable. Vous pouvez trouver sur l'application Nos droits, je rentre pas dans le détail parce qu'il me reste peu de temps, je voudrais répondre au maximum de questions, mais vous avez sur l'application Nos droits un grand nombre d'explications à ce sujet-là. Pour le retour sur site, ne faudrait-il pas préconiser une rotation d'effectifs par moitié? Effectivement, c'est ce que j'ai dit, on peut alors, par moitié, encore une fois, ça va dépendre des surfaces pour accueillir les gens. Peut-être c'est par moitié, peut-être c'est par tiers. Tout est en fait question de surface et de chaîne de déambulation. Si vous avez trop de monde, vous avez une impossibilité. Il faut donc organiser les rotations en fonction des espaces de circulation et des espaces de travail. Quelles précautions prendre avec les courriers entrants, s'il vous plaît? Le courrier entrant doit être ouvert par une seule personne qui doit être munie des protections, masques, gants, et donc les enveloppes doivent être détruites ou dans un sac mis et le courrier à l'intérieur peut être éventuellement passé avec un spray, mais c'est pas forcément très utile. Comment contraindre l'employeur à mettre une cellule de crise en paritaire? L'employeur, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, doit satisfaire à ses demandes. Encore une fois, on va vers de multiples contentieux. Il y a actuellement des dizaines d'actions contentieuses qui sont engagées. L'employeur un peu intelligent comprendra qu'il a intérêt à mettre en place une cellule réunissant bien sûr le service santé au travail, les IRP et lui-même, les dirigeants, pour aborder ces questions difficiles. Sinon, en cas de contentieux, en cas de pépin, en cas, je dirais, de problème, ça lui sera reproché. Parce que l'employeur doit satisfaire à une obligation de moyens renforcés dans le cadre de la lutte pandémique. Les moyens renforcés, pour moi, c'est aussi avoir cette cellule mise en place. Quelles précautions prendre avec les courriers? Donc, j'ai vu comment... Alors, question, mon commerce est dans un immeuble résidentiel. Est-ce que j'ai une possibilité vis-à-vis des résidents de l'immeuble à cause de mon... Oui, bien sûr. Il y a effectivement une responsabilité qui peut être engagée. Il faut démontrer que vous avez pris les mesures pour regarder la non-vétusté de la climatisation, le fait qu'elle est capable, qu'elle est conforme. Donc, il faut voir avec votre fournisseur.
Avant la reprise du 11 mai, ne faut-il pas réaliser des visites de site avec membres? Vous pouvez effectivement, c'est une très bonne proposition, voire pour organiser des visites, pour vérifier par exemple que la signalétique est bonne, pour vérifier que, par exemple, les problèmes de restauration sont traités comme les espaces de travail, que les toilettes sont bien équipées, enfin tout ce que je vous ai expliqué, on peut effectivement faire ces visites. Le vrai constat triste, la mise en place des CSE très récentes, absolument, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. La pandémie arrive à un moment donné où il y a une énorme, je dirais, turbulence au niveau du dialogue social avec les nouvelles ordonnances de septembre 2017. Et c'est vrai que cette pandémie aurait été beaucoup mieux appréhendée si les CHSCT avaient été conservés, parce que nous avions des gens formés. Un grand nombre de membres de CHSCT sont rentrés chez eux, puisque 700 000, il y a eu sur les 700 000, 750 000 exactement représentants du personnel, à peu près un tiers ont été, je dirais, appelés à perdre leur mandat, et c'était pratiquement que des membres de CHSCT. Donc on a perdu environ 150 à 200 000 personnes très formées et qui pouvaient effectivement, qui auraient été très utiles dans la période actuelle. Quel est le nom de votre appli Covid? Pour l'instant, le nom n'est pas encore, mais normalement, elle devrait s'appeler Validi, V-A-L-I-D-I. Peut-on obliger un salarié ayant de la température à aller voir un médecin et ne plus revenir? Alors, la question c'est une question importante. L'employeur donc demande à l'employé d'aller chez lui et de voir le médecin et de faire le test. Si le test est positif, bien sûr, la personne sera en arrêt maladie. Si le test est négatif, il faut que l'employeur prenne en charge le salaire. Donc, on ne renvoie pas la personne sans lui garantir la prise en charge de son salaire. On lui donne une obligation et chacun est responsable. Et il faut savoir que, par exemple, les membres du CSE ou du CHSCT qui valident un peu comme ça à la fleur du fusil un plan peuvent être tenus responsables demain. Donc, attention, ne faites pas n'importe quoi dans les contentieux actuels. Ne prenez pas trop en charge des responsabilités qui ne vous reviennent pas. Et chacun, y compris, peut, si par exemple vous êtes malade et que vous serrez quelqu'un dans vos bras, vous l'obligez à un contact, vous pouvez être jugé responsable. Donc, attention, respectez. Vous êtes aussi possiblement mis en cause si vous ne respectez pas les gestes barrières. Pouvons-nous avoir le document? Oui. Quand peut-on lancer des élections professionnelles sans danger? Écoutez, là, c'est une question un peu compliquée. Pourquoi? Parce que faudra voir si on a, je dirais, un stop and go, comme on dit, c'est-à-dire est-ce que l'on va à nouveau avoir une reprise de la contamination? On ne sait pas encore. On peut aller vers cela, comme on peut très bien avoir un tarissement de la pandémie, comme certains l'ont annoncé, le professeur Raoult en particulier. Donc, il est trop tôt pour répondre à cette question d'organisation des élections, parce qu'il faudra voir dans un mois où on en sera, on pourra peut-être mieux décider. Est-ce que l'employeur est tenu de lever les masques réutilisables pour nos salariés? Pour les masques, vous pouvez les passer bien sûr à la machine à laver, ou vous pouvez aussi les mettre dans le sèche-linge, le sèche-linge 20 minutes et c'est bon. Il n'y a pas forcément besoin de les laver. Il est mieux, c'est un outil de protection qui est très personnel. Et moi, je conseille vraiment aux gens de le laver eux-mêmes. C'est avec plus de sécurité ainsi que vous serez en étant responsable de vous-même. On peut bien entendu considérer que ça c'est pour les masques lavables, pour les masques chirurgicaux que l'on jette ou pour je dirais les visières, c'est pareil. Bon, les visières doivent être lavées par ceux qui les utilisent. Ça me paraît plus sensé. Pouvez-vous répondre à la question sur les commerciaux qui vont en clientèle? Eh bien oui, là c'est encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes en déplacement clientèle, eh bien il faut s'assurer auparavant que le lieu où vous allez est un lieu sécurisé, que vous n'êtes pas dans une, je dirais, dans une alternative où vous pourriez vous contaminer. Donc normalement, la personne qui vous reçoit dans un lieu professionnel doit vous communiquer le dispositif mis en place pour vous permettre de vous rassurer, le dispositif assez complet que je viens de présenter. Comment faire lorsqu'un salarié doit utiliser un véhicule de service? Eh bien,
Le véhicule doit être nettoyé avant d'être laissé à l'usage. Bien sûr, si vous êtes à deux, un devant, un derrière, avec si possible une séparation. Sinon, chacun porte un masque. Et quand le véhicule est rendu, l'usager doit le rendre après avoir passé les lingettes, comme pour le tableau de bord dont j'ai parlé tout à l'heure pour les pilotes, pour permettre l'interruption de la chaîne de contamination. L'appli mobile No Droit by Technologia sur l'appli mobile No Droit by Technologia sur oui, vous avez un site et vous avez l'appli, donc vous pouvez télécharger l'appli sur Google Play ou sur Apple Store. C'est tout simple, hein, enfin pour ceux qui sont un peu avec une maturité numérique, il n'y a aucun problème pour la télécharger. Où trouver votre webinaire actuel après, s'il vous plaît? Écoutez, le mieux c'est d'envoyer un mail, de m'envoyer un mail, c'est JC, donc comme Jean-Claude Delgen, DELGENES, donc @intech, INTEC, le tiret du milieu du 6, corporate.com. Voilà. Et donc, ou alors à contact-technologia.fr et on vous enverra le webinaire. Les salariés qui ont des vêtements ne doivent pas les laver chez eux, fréquence de lavage. Alors, pour les personnes qui sont dans des milieux où il y a beaucoup de monde, le mieux, c'est soit de prendre une douche avant de rentrer chez soi pour ne pas ramener le virus à la maison, ou soit, dès que vous êtes à la maison, prendre une douche et faire en sorte de ne pas, bien sûr, toucher vos proches et évacuer les vêtements dans un sac à lavage avant de les nettoyer, hein, toujours à plus de 60 degrés pour pouvoir évacuer les virus. Le médecin du travail peut-il être consulté? Oui, bien sûr. Le médecin du travail peut être mobilisé. Il doit être mobilisé. Il peut d'ailleurs, avec l'extension de ses prérogatives, délivrer des arrêts de travail. On peut s'appuyer sur la médecine du travail pour faire face à cette épreuve. Alors, la question, l'employeur peut-il nous faire signer une décharge pour se dédouaner? Moi, bien entendu, certains employeurs l'ont fait. Il est fortement recommandé de ne pas signer aucun texte. Et puis, par ailleurs, je dirais d'en informer, bien sûr, les représentants du personnel quand vous êtes dans une telle, je dirais, pression, parce que ce n'est pas normal de faire signer de se dédouaner ainsi. La question sur les commerciaux était de savoir si l'employeur a le droit de leur faire signer une décharge pour se dégager de toute responsabilité. Non, l'employeur doit, encore une fois, prendre les mesures pour vérifier qu'il n'envoie pas les salariés de son entreprise dans des situations difficiles, donc de contaminantes. Il doit prendre les mesures et vérifier avant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne reviens pas sur ce que je dis. Pouvez-vous glisser le fichier de présentation dans l'onglet de téléchargement? Non, parce que je le ferai par la suite. Là, je ne veux pas troubler sur le plan technique. Voilà. Donc, de toute façon, vous avez le replay, comme elle répond d'Orsap. Ne pouvez-vous pas mettre le document de présentation? Comment récupérer? Merci de votre compréhension. Le webinaire sera disponible. On vous répond. Pour tout contact, peut-on récupérer cette... Très intéressant, merci de votre temps, merci beaucoup. Ben voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, c'était un peu le cas. C'était un peu compliqué au départ parce qu'on a eu des problèmes de connexion, mais j'espère que vous avez tiré profit. Alors, une dernière question. Les médecins du travail seront-ils suffisants pour faire face et surtout imposer les règles? Écoutez, espérons-le, hein, sinon il y a les médecins traitants de ville. Hein, il ne faut pas opposer, il faut rassembler. Voilà. Alors, l'employeur, encore une fois, s'il refuse la mise en télétravail, prend un risque et donc il faut le lui rappeler. Il faut donc, alors sur cet aspect-là, il faut mobiliser, y compris les IRP. S'il y a des personnes qui n'ont pas reçu de mail de confirmation sur l'appli, on va s'en occuper, on va leur envoyer après. Il y a parfois des petits blocages. Je ne sais, à peu près 1 sur 20 a un blocage. Je ne sais pas pourquoi. On a aujourd'hui des milliers de connexions, mais je ne sais pas pourquoi ça bloque. Donc, on va faire le nécessaire.
Alors, très clair, bien sûr, réponse, appelez le 11 mai. Ok, merci. Ben, je pense qu'on a à peu près répondu à toutes les questions. Je vais vous laisser vaquer à vos activités. Et puis, merci beaucoup. Hein, merci de vos. Je reçois plein de remerciements. Merci, c'était super. Merci beaucoup. Merci. Ben, merci. Ben, merci à vous en tout cas. Votre reconnaissance me touche au cœur. Voilà. Dans cette période particulière, j'espère que vous n'avez pas de proches trop touchés, trop concernés, et que vous avez traversé cette épreuve et qui peut parfois nous amener à reconsidérer nos valeurs professionnelles, nos valeurs aussi tout court. Et donc, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Il faut garder un optimisme. Peut-être pour terminer, je vous explique pourquoi moi je suis resté optimiste. Vous savez, l'optimiste gagne à tous les coups, il n'y a qu'à la fin qu'il perd. Par contre, le pessimiste perd tout le temps et il n'y a qu'à la fin qu'il gagne. Donc je pense qu'il vaut mieux gagner tout au long de notre vie, tout le temps, et perdre simplement à la fin. Voilà, donc bonne journée à vous et puis prenez soin de vous et à bientôt. Je suis pas d'accord avec ta dernière phrase, hein, mais bon. Sur le petit